Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet et dans cette émission spéciale auteur de bande dessinée. Et c'est pour cette raison que je t'ai invité Frédéric Maupomet. Salut Fred, ça va? Salut Lola. Tu vas bien, ça va? Moi ça va. Cool. Aujourd'hui, l'idée c'est de discuter avec toi. Donc on l'a déjà fait aussi dans d'autres vidéos avec des auteurs de jeux notamment. Moi j'étais plutôt venu pour le banquet au départ en fait. Je me fais trop arnaquer. Ah ouais, c'est vrai que je t'avais pas trop dit. Ah ouais. Bon voilà, on va parler de ton métier. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est de parler donc de ton métier, un peu du quotidien d'un auteur de BD, sachant qu'on va parler de ton quotidien à toi. Ouais. Tu ne connais pas le quotidien de tous les auteurs de bande dessinée. Non mais je pense que je suis hyper représentatif. Ouais, on verra s'il y a des gens, des auteurs de BD ou des autrices dans les commentaires. Alors moi je fais pas ça. Donc voilà, on va un peu parler chiffres, Ok. Bon. Donc déjà, Frédéric Maupomet, bon il y a plein de gens qui savent qui tu es je pense, mais tu es l'auteur de plusieurs bandes dessinées assez connues. Oui, en fait tout est relatif. Moi, Connu dans le quartier. dans le quartier et aussi quand même pas mal en France. Anouki notamment, Sixteen, Super, Ouais. ça c'était plus gros hit. Là, en bande dessinée c'est ça. Ouais. Et après j'ai aussi fait de la littérature jeunesse. Littérature jeunesse et tout petit. Et des livres pour les tout petits Ouais, aussi. c'est ça. Un documentaire une fois. Et je sais, j'ai vu ça, j'étais pas au courant. Du coup, je suis allée fouiller sur internet. C'est rigolo, il y a ça. Et puis, tu fais aussi des rencontres et des spectacles. Oui, des spectacles. Mais en fait, finalement j'avais commencé à écrire vraiment sérieusement quand j'étais à la fac pour le théâtre. Et puis j'ai fini par y revenir. Et puis rejouer moi aussi. Il y a un spectacle dans lequel je joue pas, mais il y a des spectacles dans lesquels je joue. Et donc j'ai fait une espèce de retour aux sources. C'est très drôle. Moi, alors, j'ai pas encore vu celui sur. Alors, il y a Anouki et Super, c'est ça? Non, il y en a un sur Anouki qui est une lecture dessinée d'Anouki que je fais avec Stéphane Sénégas. Dans lequel moi je raconte l'histoire, Stéphane dessine en direct. Je fais de la musique pendant qu'il dessine. J'ai beaucoup aimé. Et on s'engueule. Voilà. Ça, c'est le concept du truc. C'est ça que j'ai aimé. Et je fais un autre spectacle qui s'appelle Comment écrit-on une histoire? Je l'ai vu. Ah, il me semblait bien que tu l'avais vu aussi. Non, mais j'avais... Avec Denis Escadafas. Voilà. Et qui est très chouette aussi. Ouais. Mais tout ce que je fais, c'est très chouette. Ah oui, je sais pas si... Tu vois, en tant que représentant des auteurs, je sais pas si j'ai bien choisi là, mais... Ah non, mais non, donc t'as pris le top du top. Ah oui, d'accord. Il y avait aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus d'être auteur, tu as aussi un poste assez important. Oui. Oui, c'est important. Oui, tout à fait. Je suis syndicaliste en fait. D'accord. En fait, c'est ça que je suis. Je suis secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, voilà, qui est un syndicat d'auteurs du livre, voilà, principalement. Ouais. On va dire à 95%, c'est ça. Ouais. Il y a des lourdes tâches. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais j'espère un jour pouvoir arrêter. Parce qu'il n'y aura plus de problème. Exactement, Ouais. on aura réglé tous les problèmes. Ouais. Si vous pouvez faire ça dans 2-3 mois, ce serait... Ce serait le top. Bon voilà, si jamais vous pouvez aider à ça, pour que ton quotidien soit plus simple. Exactement. Ouais. Et du coup, tu aides combien d'auteurs? Il y a combien d'auteurs en France en fait? Combien d'auteurs? Alors, auteurs et autrices, toujours pareil. Oui, alors on va prendre large. D'abord, on va parler des... En fait, il y a deux sortes d'artistes en France, on va partir de là. Il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes-interprètes, qui sont en général des intermittents du spectacle, etc., qui vont interpréter des œuvres qui ont en général été créées par des artistes-auteurs. D'accord. Mais artiste-auteur, c'est le vocable général et ça représente énormément de métiers différents. Une peintre, un sculpteur, un auteur de jeu aussi, c'est un artiste-auteur, une compositrice, c'est une artiste-autrice, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de monde là. Alors les artistes, auteurs et autrices, en général, ça fait à peu près 270 000 personnes, oui, quand même. plus ou moins, en France. On ne tient pas compte là de leur statut strictement professionnel ou pas, ou semi-professionnel, ou voilà. Et tous ces gens qui ont le statut artiste-auteur. Ouais, exactement. Ça fait à peu près 270 000 personnes en France. Et dans cet ensemble-là, il y a une partie qui font du livre. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs qui font plusieurs trucs en même temps. Donc tous ceux qui font du livre, au total, ça doit faire dans les plus de 100 000 personnes. Ok, d'accord. Mais ça prend beaucoup de gens, y compris ceux qui ont fait un livre il y a 10 ans, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc qui sont pas forcément proactifs en ce moment sur le fait d'être auteur, autrice de livres. Et si tu veux prendre les trucs les nombres les plus faibles, on va dire, les artistes, les auteurs de livres qui gagnent principalement leur vie avec du livre et qui gagnent en plus de ça
un minimum correctement leur vie, on va dire, c'est-à-dire plus de 9 000 euros dans l'année. Ce qui n'est pas non plus... Ce qui n'est pas ouf. Hein. Ouais. Ça représente à peu près 4 000, 4 500 personnes. D'accord. Oui, donc là, on tombe vraiment... Voilà. Mais là, ceci dit, c'est vraiment qu'ils gagnent principalement leur vie aussi comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, un joueur de foot fait un livre, il va gagner beaucoup plus que 9 000 euros en droit d'auteur avec son livre, mais c'est pas son activité qui lui ramène le plus d'argent. Donc, il n'est pas dans ce chiffre-là. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, ça fait pas mal de... ça fait pas mal de gens, et plus beaucoup de monde, en fait, finalement, c'est peut-être pour ça que les droits sont pas toujours... très respecté ou même juste considéré en fait finalement parce que ça fait peu de gens en France. Ça concerne beaucoup de gens, ça concerne de manière très 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 forte un nombre beaucoup plus réduit de personnes finalement. Et puis il y a en fait en France il y a quand même une espèce d'idée extrêmement romantique de l'auteur. Oui. Voilà, je sais pas, une autrice de roman, elle est en robe fourreau sur un piano avec une coupe de champagne à la main. C'est ça en fait, elle n'est pas là en train de demander à ce qu'on lui paye sa sécurité sociale. Bien sûr. Voilà. Et un poète, il se balade avec, voilà, dans la forêt, il cherche l'inspiration à demi-nue. Voilà. Où il rencontre des gens. Il fait des trucs comme ça. Et, ça ne l'intéresse pas de savoir s'il a un arrêt maladie, comment ça se passe. Oui, bien sûr. Et donc cet effet-là, le fait que... Enfin, cette vision hyper romantique de l'auteur, en fait, elle est extrêmement néfaste pour tout ce qui est droit des auteurs. Bien le sûr. Droit d'auteur en France, c'est un peu porté au nu. Le droit des auteurs, c'est pas tout à fait pareil. Et voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, je suis tombée enceinte, pas moi, mais comment je vais faire pour avoir des indemnités maternité, des congés maternité ? Bon, ben, en général, ça se passe pas bien. Donc, voilà. Et tout ça, vraiment, il y a quand même cette idée du rapport hyper romantique de l'auteur qui n'a pas besoin de contingence matérielle, d'avoir un contrat correct, etc. C'est quand même une raison de tous ces problèmes-là. Il y a aussi l'aspect... c'est romantique et c'est aussi agréable d'être auteur, dans l'idée pareil. Et donc on se dit, comme c'est agréable, c'est pas un travail, le travail c'est... Ta passion, c'est déjà formidable. Ouais, c'est déjà. Et c'est vrai, mais il y a plein de métiers qui sont des passions, quoi. Et on peut vivre correctement d'un métier qui est sa passion. Enfin, moi je souhaite à tout le monde d'être passionné par son métier. Bien sûr. Un auteur, une autrice dans une bande dessinée, c'est quand même le nom... Enfin, c'est quand même le nom qui revient le plus dans une bande dessinée, je pense. On ne dit pas c'est une BD d'Argo, par exemple, on dit c'est une bande dessinée de Frédéric Maupemet, par exemple. Et du coup, c'est quoi la part de l'auteur dans une bande dessinée ? La part du travail de l'auteur dans une BD ? C'est presque tout, en fait. Non, mais... c'est vrai, ok. En fait, c'est vrai. En tout cas, je le pense. Bon, déjà, c'est le plus important, parce qu'il n'y a pas les auteurs, il n'y a pas la BD. On va régler la question. S'il y a encore qui ne sont pas complètement au clair là-dessus, mais en fait, c'est vrai. S'il n'y a pas les auteurs, il n'y a pas la BD. En fait, il peut y avoir un seul auteur ou une seule autrice aussi, mais en fait, pour faire une bande dessinée, il va falloir des dessins et un scénario. La même personne peut faire les deux. Et en général, les auteurs vont faire à peu près tout, sauf parfois certaines parties strictement graphiques ou de mise en page. Mais ça dépend, parfois c'est les auteurs qui le font aussi. Donc la partie, on va dire, graphique, mise en page, peut être assurée par la maison d'édition, et soit par un graphiste interne ou externe. Et une fois que le livre est mis en page, etc., il part chez l'imprimeur. Voilà, donc l'imprimeur, il fait des grosses photocopies. C'est son métier. Il met ça dans du carton. Voilà. Et ensuite, on a un distributeur qui va amener tout ça chez des libraires, normalement. Voilà. Ok, c'est ça. Après, on peut aussi considérer la presse, par exemple, peut-être dans le... Ah, tu veux dire, oui, effectivement, là j'ai parlé du livre, mais il y a aussi des auteurs qui font de la presse. Là aussi, en général, ils sont responsables de leur page, donc ils font leur page et leur scénario dessin. Il peut y avoir aussi une partie graphique qui est faite par le graphiste de la presse, mais quand même, de toute façon, l'essentiel du contenu elle est fait vraiment par les auteurs. Il peut aussi y avoir, ça dépend des maisons d'édition, mais un travail éditorial qui est plus ou moins poussé sur le rapport, on va dire, entre la maison d'édition et l'auteur, que ça peut être de simples corrections d'orthographe jusqu'à des remarques sur le scénario, des personnages, une discussion en fait. Normalement, si ça se passe bien, c'est un échange. D'accord.
Et donc ça compte aussi. Ouais. Mais là aussi, ça dépend quand même vraiment beaucoup des maisons d'édition parce que il y a un moment où quand tu sors tellement de livres, il faut pas croire qu'il y a un travail éditorial poussé sur chacun des livres que tu sors, quoi. Oui, du coup, les auteurs-autrices et dessinateurs, dessinatrices se débrouillent finalement sans directeur artistique ou chef de projet. Ça devrait pas, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de chef de projet. Hein. C'est pas le on va dire, c'est pas le vocable, mais il y a un éditeur ou une éditrice, et c'est bien d'avoir des retours en temps et en heure sur un projet, parce que c'est toujours bien d'avoir un retour extérieur. Mais c'est pas toujours le cas non plus. D'accord. En fait. Comment toi tu gères ton quotidien en fait par rapport à ça? Genre le matin tu te lèves, tu fais... tu cherches les idées le matin et tu t'écris l'après-midi? Je me lève, je vais courir 20 km pour commencer, ce qui permet d'avoir ce corps de rêve. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, j'ai pas de... moi j'ai pas vraiment de routine. Okay. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le travail d'auteur de bande dessinée, il y a pour un livre donné, il y a plein d'étapes qui sont vraiment très différentes. Oui. Il y a une étape qui est de l'ordre de la construction du projet, c'est-à-dire, et qui chez moi est vachement longue, c'est qu'est-ce que je veux raconter, comment, pourquoi, et du coup, quels sont mes personnages, est-ce qu'ils sont cohérents avec ce que je veux dire. Et puis, il y a beaucoup un travail de réflexion qui est assez long chez moi, j'écris pas très vite. Après, il y a une partie qui est... c'est là aussi que je commence à construire mon synopsis, en fait. Après, il y a tout le travail de dialogue. Alors moi, évidemment, comme je fais pas comme il faut, je fais les dialogues en même temps que le synopsis. Et c'est un peu... Là aussi, il y a une relation un peu symbiotique, mais c'est quand même pas tout à fait la même partie du travail. Une fois que ce travail-là est fait, il y a aussi un... Alors je parle de mon cas à moi en fait, parce que moi j'ai tendance à écrire tout le synopsis, en tout cas tout le livre, tous les dialogues, avant de le montrer à un dessinateur ou une dessinatrice. Oui, tu m'avais déjà montré tes synopsis, c'est assez conséquent quand même. Ouais, quand on dit synopsis, des fois on entend 15 lignes pour comprendre, ça fait pas de page. Alors là il va se passer ça, non? Non, c'est assez long, et puis et j'écris tous les dialogues. Voilà, ce qu'il y a, parce que je sais pas trop faire autrement, c'est un avantage aussi, c'est que du coup le dessinateur ou la dessinatrice avec qui je bosse, c'est exactement où on va en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de mystère, les personnages importants ils sont clairs, tout est au clair. Ça veut pas dire que forcément mes dialogues sont définitifs, parce que je les réécris après partiellement. Mais à partir de là, en fait, on va faire ce qu'on appelle un découpage et un storyboard. En gros, c'est comment est-ce qu'on va transformer un texte qui n'est que de l'écrit en une œuvre dans laquelle il y a principalement des images. Et donc ça veut dire, pour chaque moment, chaque action, combien de place ça prend, combien de pages... Ça veut dire que tu n'y penses pas avant? Ou pas spécialement? Non, moi j'y pense pas tant que ça avant, mais ceci dit, je tombe à peu près toujours pareil. Donc, mais non, j'y pense pas forcément toujours avant. Et ça peut être moi, alors ça dépend, ça peut être moi qui propose mon premier découpage. Par exemple, sur Anouki, c'est le cas. Mais ça peut être aussi sur Super, par exemple, c'est David qui me propose un premier découpage. En fait. Et en tout cas, de toute façon, dans les deux cas, c'est le début d'un échange. C'est comment est-ce qu'on va faire à deux pour faire raconter ça. C'est un peu, bon, moi je ferai comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, on commence à discuter. Et là, il y a quand même des gros changements qui apparaissent, y compris parfois qui vont modifier même le scénario. Hein, ça peut arriver. De tout d'un coup se rendre compte que voilà, qu'il y a un manque ici ou là, que en fait une scène que j'avais imaginée comme étant muette, en fait il faut qu'il y ait des dialogues parce que ça marche pas bien en muet, et il y a un gros travail sur, voilà, on n'a pas forcément les mêmes qualités de mise en scène aussi quand on est deux. Bien sûr. Voilà, moi je pense que j'ai un assez bon sens du rythme. Voilà, le rythme et les dialogues, c'est ça qui va caractériser mon écriture. Et par contre, voilà, peut-être que une dessinatrice avec qui je travaille va avoir un sens du cadrage qui sera beaucoup plus intéressant que le mien. Et le but, c'est d'arriver à travailler à deux pour arriver à sortir le mieux possible. Et en fait, on fait ça, le storyboard, c'est un brouillon, hein, finalement. On fait ça pour tout le livre. Une fois qu'on est au bout, ben à ce moment-là, moi j'ai quasiment fini, parce qu'il reste à faire les dessins et la couleur. Bon, le dessin et la couleur, c'est pas très compliqué, les enfants, ils le font. C'est vrai, dès la maternelle, ils dessinent, ils font des couleurs. Hein. Donc voilà. Mais je reprends quand même mes dialogues jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au dernier bon à tirer, jusqu'au moment où le livre va partir à l'impression. Je fais des modifs de dialogue, voilà, qui sont pas énormes, mais parce que je veux ajuster des petits trucs. Bien sûr, voilà. Ça a plus de sens, ça a une meilleure intention, c'est un peu plus...
Quand tu l'as relu 15 fois. Ouais, c'est ça. Plus Et puis donc, tu vois, ça c'est comme ça qu'on fait la BD. Mhm. Et donc, en fait, mes journées, elles dépendent beaucoup d'où j'en suis. Mhm. Alors, j'ai toujours plusieurs projets simultanés. Mhm. Mais il y a des moments où, je sais pas, quand je travaille vraiment activement sur la version finale, avec une version finale de synopsis, hein, mais sur les dialogues, etc., donc je ne touche plus rien d'autre qu'un livre donné, et dans ce cas-là, je fais que bosser là-dessus. Ok. Par contre, quand je suis vraiment dans la conception, en fait, je fais plusieurs trucs en même temps, c'est-à-dire j'ai 3-4 livres en même temps sur lesquels je travaille. Et voilà. Et après, dans ma journée, en fait, moi, je suis très très mauvais le matin. Ah, c'est drôle, moi c'est l'inverse. C'est horrible. Le matin, c'est pas bon. Mm. Le début d'après-midi, c'est pas terrible. En fait, je suis le. Voilà, il y a une fenêtre de tir qui est ouais, qui est assez courte. C'est là où je suis le meilleur, c'est à partir de 16h, Okay. grosso modo. C'est-à-dire, j'ai toute la tension d'avoir rien foutu pendant toute la journée, qui est là, qui s'accumule et de pas être arrivé à faire des trucs. Et là, je sors vraiment des trucs pertinents. Okay. Alors, le problème, c'est que bon, mes enfants sont plus grands maintenant, mais à 16h, c'est l'heure à laquelle ils rentraient de l'école. Donc, c'était très, très dur. Voilà. Mais voilà, vraiment, c'est le moment où je suis le plus productif. Voilà. Après, ça, c'est toute la partie, on va dire, créative du boulot, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une partie de comptabilité qui est hyper sympa. Faut faire des factures, voilà. Et puis après, il y a toute une partie de représentation aussi au niveau du travail, c'est-à-dire il y a répondre à des interviews orales ou écrites, etc. Ce qui peut prendre du temps quand il y a un livre qui sort. Enfin, moi je fais pas des gros best-sellers, hein, mais j'ai des amis qui font des best-sellers, voilà, j'en ai. Et là, tout d'un coup, je sais que voilà, le bouquin il sort, pendant un mois, ils sont à faire que des interviews, des trucs, et à être invités par-ci, par-là. Et après, il y a tous les salons, la présence sur les salons du livre, les rencontres avec le public, les rencontres avec les scolaires, etc., qui vont venir se mettre au milieu pendant l'année, quoi, finalement. Ouais. Donc en fait, il y a le travail chez soi ou dans un atelier. Toi, c'est chez toi? Moi, c'est chez moi, parce que je supporte pas les gens. Ah oui. c'est hyper intéressant comme vidéo sur l'auteur et ce qu'il est vraiment. Alors, à dire vrai, non, c'est pas que je supporte pas les gens, mais c'est que je pense que je serais carrément insupportable en fait en atelier. Parce que suivant le moment et ce que je suis en train de faire, il y a des fois il me faut vraiment un silence absolu, je suis vraiment complètement vraiment dans ma tête, hein, les yeux fermés à réfléchir à comment est-ce que je vais foutre cette scène, imaginer même mes angles de caméra et mes mouvements de dialogue, etc. Et là il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit, quoi. Et quand je suis dans une phase vraiment où je suis en train de finir un truc et de finaliser mes dialogues, etc., en général il y a la musique à fond. Voilà. Et donc les deux ça marche pas très bien s'il y a d'autres personnes, hein. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, ouais, donc en journée c'est soit chez soi, soit en atelier, et après sinon c'est travailler le week-end en festival, se déplacer pour faire des rencontres, des choses. Voilà, le tour de la France, connaître toutes les lignes de train, rater des correspondances. C'est ça, c'est le côté glamour du métier. Et puis tu me dis souvent, oui, je suis à tel endroit et je ne sais pas du tout où c'est. Et souvent moi-même je sais pas où c'est, je suis arrivé un peu voilà. C'est sûrement oui, c'est rigolo quand même d'aller sur des gros festivals, des grosses villes, puis parfois des villages à l'autre bout de la France pour aller faire une rencontre avec une classe, quoi. Ouais, ça arrive. Alors une rencontre avec une classe, non, mais oui, ça arrive. Et faut pas croire que c'est hyper glamour non plus, quoi. Enfin, souvent on se déplace, on arrive en train, voilà, je vais à l'hôtel, et en fait je vais de l'hôtel à la salle polyvalente ou au lieu, des fois c'est un peu classe, sur la place de la mairie, voilà, où on fait les dédicaces, puis on mange au resto, je retourne à l'hôtel et je rentre chez moi. Donc en termes épanouissement, visite culturelle, etc., non, j'ai pas le temps, je suis pas là pour ça, je suis là pour bosser. Et voilà, c'est pas toujours très glamour. Et voilà, c'est pareil, parfois on a des hôtels sympas, des fois des hôtels c'est plus de l'ordre du routier, donc c'est pas toujours très glamour non plus. C'est pas ce qu'on imaginait en démarrant dans l'écriture. Non, exactement, c'est pas... Sur ce temps de trajet, alors je rebondis totalement au hasard sur ça, mais tu n'es sûrement pas rémunéré?
Non, mais. J'aimerais bien, Ouais. mais non, c'est rarement le cas, même jamais le cas en fait. Ok. Et après, j'arrive à bosser quand même dans le train, par exemple, Ok. mais Avec la musique. non, mais je bosse à l'aller, tu vois. Mm. Le retour, t'es en vrac, tu Mm. bosses rien du tout. Et puis, donc ouais, il y a beaucoup de... Ça fait réfléchir quand tu dois aller à Boulogne-sur-Mer. On va en parler. Voilà. Tu dis, Ouais. c'est loin quand même. Ouais, c'est un peu loin, ouais. Donc on parlait argent que vous ne gagnez pas sur le projet par exemple. Combien un auteur et une autrice de BD ça gagne sur une BD? Alors combien est-ce qu'il y a un pourcentage et après combien ça représente par exemple si tu sors combien est-ce qu'on sort de bande dessinée en règle générale et combien est-ce qu'on peut gagner par exemple sur je sais pas 10 000 BD, je sais pas, je dis un truc au hasard. Euh, Déjà est-ce qu'il y a un pourcentage? T'as plein de questions Ouais. compliquées. Oui, en général, donc effectivement, il y a toujours un pourcentage. Mhm. C'est obligé, c'est la loi. D'accord. Sinon, ce serait pas le cas, je vous le dis tout de Ok. suite. Ouais. Donc il y a effectivement une rémunération qui est en pourcentage de la valeur d'un bouquin. D'accord. Elle est partagée entre les deux co-auteurs quand il y en a deux, et s'il y a un D'accord. seul auteur, il prend les deux parts, et c'est bien normal, il a quand même bossé davantage. Mhm. Cette part, pour la BD, elle est grosso modo entre 8 et 10%. D'accord. Si on fait un gros succès, on peut négocier pour avoir un peu plus, etc. Mhm. en pourcentage. Et quand je dis c'est entre 8 et 10%, c'est en fonction du prix public hors taxe. D'accord. Donc sur une BD à, je sais pas, 20 balles, Mhm. mettons, déjà ça commence à être pas Oui, mal, hein. c'est une belle BD. À 20 balles, ben déjà il y a 1 euro de TVA dessus, donc en fait on calcule le prix sur 19. Ok. 19, on prend 8%, ça fait 1,60 €. Ok. Et à se partager à deux, ça fait 80 centimes. Mhm. Et c'est brut, évidemment. Donc il y a des cotisations sociales, etc. Voilà. Et j'ai pris une BD à 20 balles. Oui, Je oui. noterai que j'ai pas pris mes Hanuki qui sont à 10,70 € par Ah oui. exemple. Ouais. Alors, ça fait très très peu. Oui. Ça fait très très peu. Donc, il y a... Et puis surtout on va dire, c'est une rémunération qui est à très grande distance du moment où on travaille. Entre le moment où moi je commence à écrire et le moment où le livre il sort, il se passe minimum 1 an et demi, voire 2 ans. Ouais. Donc 1 an et demi, ouais, minimum. T'as une avance? Donc effectivement, Ouais. on a une rémunération en amont qui en général Mhm. prend la forme d'une avance sur les droits qui seront générés plus tard. D'accord. Donc c'est un prêt en fait. Ouais. C'est un prêt C'est chouette. qui est normalement censé être non remboursable, mais c'est pas toujours le cas. Ah. Ouais. Mais ça c'est mon côté syndicaliste. Ouais. J'ai dit, attention à vos contrats. Ouais. Voilà. Et donc et cette avance, elle te permet normalement de vivre pendant que tu es en train de la faire la BD. Mhm. Il faut voir que en général, faire une BD, ça prend pas loin d'1 an, quoi. Alors ça dépend. Pour un scénariste, il met pas 1 an à faire son travail. Enfin, encore que moi, je mets 3 ans, mais pas forcément 1 an à faire son boulot. Mais le dessin, ça prend un temps factuel, quoi. Et surtout si on fait du dessin réaliste, qui prend plus de temps, etc. Donc, pour tout ça, on a une rémunération qui est à valoir en fait sur les droits d'auteur. Et donc, avant de toucher son pourcentage, on a dit 80 centimes chacun, il faut avoir remboursé en fait toute l'avance qui a été donnée au départ. D'accord. Voilà. Et alors après, sur les montants des avaloirs, c'est extrêmement variable. D'accord. Pour une BD complète, on peut aller, j'allais dire de zéro, mais j'ai vu des contrats à 2 000 € à se partager, quoi. Ah ouais. Pour un an de travail, donc. Ouais, à deux. Ouais. Donc j'ai vu des contrats à 2 000 €, et j'ai vu des contrats à 30 000. Ok. Donc c'est extrêmement variable, ça dépend de la maison d'édition, ça dépend de la notoriété de l'auteur. Il est clair qu'un auteur qui a une certaine notoriété ne va pas se faire payer 2 000 € pour un bouquin. Ouais. Mais voilà, ça c'est des sources de revenus, on va dire, issues du livre de l'auteur de BD, qui peut aussi être payé pour faire une rencontre ou voilà, ou une table ronde ou que sais-je. Bilan des courses, qu'est-ce que ça donne à la fin du mois en fait? Il y a plus de la moitié des auteurs qui sont en dessous du SMIC en travaillant à plein temps. Voilà. Donc les auteurs qui travaillent à plein temps sont pour la plus grande partie en dessous du SMIC. Il y en a plus d'un tiers qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Ces chiffres sont augmentés évidemment si on est une femme.
parce que les femmes en veulent toujours plus finalement. Non, alors ça... Ah non, c'est l'inverse, du coup, elles veulent être Ouais. moins payées. Non. Ouais. Donc oui, la précarité est encore plus importante pour les autrices que pour les auteurs. Alors les raisons sont multiples quand même. Il y a une part, genre, probablement du fait que les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Ouais. Voilà. Il y a aussi le fait que dans la population, on va dire l'entrée des femmes en masse dans les auteurs et les autrices, enfin dans les autrices de bande dessinée est plus récente. Donc Oui. il y a plus de fragilité dans les carrières aussi, et les D'accord. auteurs qui ont les meilleures conditions sont des vieux. C'est ça. Voilà. Donc pas des vieilles. Mais globalement, il y a quand même il y a quand même une véritable inégalité. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est l'un des sujets de la BD dont vous êtes l'héroïne d'Émilie Plateau chez les Misma, où en fait on voit, alors c'est des sketchs, etc., mais on vit dans la vie d'une autrice de bande dessinée, et on voit que là, il y a des dédicaces de vieilles auteurs connus à côté, et que voilà, on voit qu'on n'est pas considéré par les libraires, ce genre de choses-là, quoi. Donc, Ouais. c'est chouette, plein de choses chouettes. Enfin, Ah oui, mais ceci dit, il y a vraiment un truc aussi structurel, on va dire, dans le monde du livre en général. Par exemple, si on prend la littérature jeunesse, la littérature jeunesse, c'est une littérature qui est hyper mal payée. ouais. Il n'y a pas de raison objective pour que ce soit une littérature mal payée, hein, c'est-à-dire les pourcentages sont très très faibles, etc. En fait, la seule raison, c'est qu'au départ, c'était beaucoup des femmes. Hein. Donc, on a dit, attendez, vous faites ça... C'est un hobby. C'est un hobby, si vous avez votre mari qui gagne des sous pour vous. Et donc, il y a tout un pan voilà, du livre dans lequel tout le monde est mal payé. Tout le monde a le tarif femme, en fait. Ouais, c'est super. Alors, du coup, moi, en tant qu'homme, ça me dérange. Oui, bien Parce sûr. que c'est dégueulasse. Et là, d'un coup, tu dis, les femmes, elles avaient raison de se plaindre. On va peut-être pas aller jusque-là. Ouais, bref. Et donc, cette avance, quand est-ce que tu la touches? Tu la touches à la fin de l'écriture de ton synopsis qui t'a pris 3 ans, là ou... En fait, l'avance, en général, elle est... il y en a une partie qui est versée à la signature du contrat. Il y en a une partie qui est versée souvent à la livraison. Des fois, il y a une partie au milieu. D'accord. On peut même avoir un paiement, par exemple, quand je sais pas, l'auteur envoie 8 pages par 8 pages, et à chaque fois, à chaque livraison de 8 pages, il va recevoir une partie de l'argent. Donc tout ça, c'est possible. Ouais. Par contre, tout le travail sur lequel qu'on fait avant, c'est-à-dire monter un projet, ce qui demande quand même pas mal de taf aussi, puisqu'en fait on a écrit beaucoup de choses quand on monte un projet. Bien sûr. Ce travail-là, il est grosso modo jamais rémunéré. D'accord. Et donc quand on travaille beaucoup sur un projet et qu'en fait le projet se fait pas et qu'on refait ça 3 fois de suite, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Il faut avoir forcément un projet qui marche à un moment donné pour pouvoir se permettre de continuer, en fait. Oui, c'est sûr. Après, il y a un truc important, c'est-à-dire que finalement, l'auteur n'est jamais payé pour son travail. Jamais. D'accord. Il est toujours payé pour le résultat de l'exploitation fait par l'éditeur de son travail. D'accord. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et ça n'a pas toujours été le cas. Okay. Voilà, par exemple, avant, en bande dessinée, les auteurs étaient payés pour leur travail et ils avaient aussi un pourcentage sur les recettes. D'accord. Voilà. Et ça se fait comme ça, par exemple, dans d'autres secteurs, en fait. Il y a d'autres secteurs. Mais dans le livre, non. Dans le livre, la rémunération du travail de l'auteur, elle n'existe pas vraiment, et y compris quand on a un contrat qui est extrêmement directif sur qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on rend les planches, combien de temps on a pour faire des corrections, si on peut avoir des obligations de promotion, on peut avoir des clauses de non-concurrence, on peut avoir des tonnes de choses dans le contrat, mais tout ça n'est jamais rémunéré. D'accord. Voilà. C'est... Alors c'est légal du coup comme c'est dans un contrat, mais c'est... Alors, le terme que tu cherches, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est dégueulasse? Oui. Est-ce que c'est légal? Pour l'instant, oui. Ouais, ok. Pour l'instant, oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on change les choses. D'accord, ok. Mais oui. Vous travaillez activement... On essaye, mais c'est pas fait. Oui, c'est forcément... Voilà. Et en fait, si par exemple, du coup, le contrat, il fait... Et justement, l'exploitant ne fait pas une bonne com, par exemple, de ta bande dessinée, c'est pas ta faute, entre guillemets, et tu ne gagnes donc pas d'argent, Exactement. et c'est pas ta faute. Non, mais il y a même des auteurs, par exemple,
à qui on avait dit on fera la suite, on fera le deuxième tome si on en vend plus de, je sais pas, plus de 5000. Et puis finalement, il y en a 1500 qui ont été imprimés. Bon, ben, on n'en a pas vendu 5000. Hein, oui, forcément. Voilà. Non. Et on est effectivement complètement à la merci de la réussite d'un bouquin. Alors, en fait, un livre, sa réussite, personne n'a de recette. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il y a des auteurs qui font que des succès, c'est très bien pour eux, mais enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont des livres qui marchent et des livres qui ne marchent pas, et ça n'a pas de rapport forcément avec la qualité intrinsèque du bouquin. C'est des questions de moment. Bien sûr. Voilà. Mais par contre, bon, ben voilà, l'impact financier, il est énorme. Et là, il y a là voilà, la seule chose qui reste, entre guillemets, c'est l'avance ou la valeur qu'on a perçue, qui est censée nous rester acquis, mais on se retrouve parfois avec des éditeurs qui demandent à être remboursés. Et comme on n'a pas de rémunération du travail, mais c'est là où on a des problèmes, en fait. Oui, oui, des problèmes financiers. Tu parlais de 5000 BD, 10 000 BD. C'est quoi les chiffres un peu de sortie d'une BD en règle générale? Alors, évidemment, ça peut être Alors, très très différent, j'imagine. Je pense qu'aujourd'hui, si je te dis que la plupart des BD sont en dessous de 3000 exemplaires aujourd'hui à offrir, je pense que je suis à peu près à la réalité. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, ça doit faire ça. La plupart des BD qui sortent sont en dessous des 3000 exemplaires vendus. Ah ouais, bah c'est pas comme ça que... Ah, mais c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Mais en fait, il y a une raison à ça. C'est que le nombre de BD sur le marché a explosé. Voilà. Alors, le marché de la bande dessinée a augmenté, mais il n'a pas du tout augmenté en proportion du nombre de sorties. D'accord. Et donc, on a beaucoup de livres qui sortent. Ils se vendent tous mathématiquement moins, même s'il y a une progression du marché. Et donc, on a des auteurs qui se retrouvent, alors qu'avant, ils faisaient un livre par an, qui essayent d'en faire 2, d'en faire 3. Et pour essayer de compenser ça, ça veut dire qu'il y a, par exemple, des techniques de travail pour lesquelles c'est compliqué. Si on veut faire du dessin réaliste sur une bande dessinée, par exemple, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. C'est sûr que c'est compliqué dans le marché actuel, en fait, finalement. Et moi, j'en parle parfois avec des amis dessinateurs qui essayent de trouver des techniques pour aller plus vite. On est dans un marché qui est complètement un peu hors de contrôle, en fait. Et puis ce qui est un peu bizarre, c'est que finalement, en essayant de sortir 3 BD la même année, on nourrit ce marché qui fait du mal. Complètement. Et c'est clairement pas dans l'intérêt des auteurs. Et on pourrait se dire que c'est pas dans l'intérêt des éditeurs, et mais en fait là, ça devient tout à fait relatif. Ah, d'accord. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre 5 BD à 3000 €, enfin à 3000 chacune, qu'une BD à 15 000. D'accord. Et à partir du moment où tu payes pas vraiment tes auteurs, les coûts d'impression sont marginalement différents. Et voilà. Et puis en plus, on est dans un secteur du livre qui est extrêmement intégré verticalement, puisqu'on a des grands groupes qui ont des maisons d'édition, mais aussi des distributions. Donc ils ont les camions qui font des allers-retours. Voilà. Ils ont aussi les diffuseurs. Et donc finalement, en fait, quand on est un distributeur, par exemple, on est payé quand le livre fait le trajet vers la librairie. On est payé quand le livre il retourne pour aller se faire pilonner. Donc on a tout un système qui s'est adapté de telle manière à créer une espèce de monstre un petit peu pas très simple. Oui, c'est carrément pas simple, puisqu'en fait le distributeur va toujours gagner de l'argent, peu importe ce qui se passe pour la bande dessinée. Oui, et voilà, moi j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps sur un de mes livres jeunesse, un album jeunesse que j'ai fait. En fait, mon éditeur commence à gagner de l'argent à partir de, allez, je vais compter large, 2000 exemplaires vendus. D'accord. Mais moi, 2000 exemplaires vendus, ça me fait pas vivre. Mais bien sûr que non. Et donc on a un problème, c'est qu'on n'a plus les mêmes intérêts. C'est-à-dire que s'il n'y a pas trop de livres qui sortent, objectivement, l'éditeur et l'auteur ont le même intérêt. S'il y a énormément de livres qui sortent et que l'éditeur s'en sort, ben là, on n'a plus du tout le même intérêt. Parce que, voilà. Non, puis en plus, alors il y a évidemment la situation financière, mais il y a aussi, tu vois, quand tu m'as dit 3000, j'ai aussi pensé au fait que il y a des fois, je me dis, ah, cette BD, ça cartonne, je suis contente. Et en fait, cartonne entre guillemets, moi je suis très BD indé, et en fait, des fois, ça va être 3000 personnes touchées, quoi.
Oui, Ce oui. qui représente rien. Attention, sur une 3000, population, c'est 3000 ventes, ça représente plus de 3000 personnes touchées quand même. Oui. Parce que tu as toutes les ventes bibliothèques par Oui, exemple, oui, bien sûr. tu as aussi le fait que les BD ça se prête, hein, en Bien fait. sûr. Ouais, bien sûr. Grosso modo, un roman, on va Mhm. dire, un roman en littérature, c'est lu moins d'une fois en moyenne. Ouais. D'accord. Tout le monde a des piles de bouquins qu'on n'a pas lus, etc. Moi, pas trop. Moi, oui. Et alors qu'une BD, en moyenne, ça se lit 7 fois en fait. D'accord. Et parce que ça se prête beaucoup, ça se prête très Ouais, facilement, c'est vrai que je prête parce qu'on beaucoup les plus les BD, relit, bien parce sûr. que voilà. Donc en fait, on touche quand même plus de gens que ça. D'accord, mais pas en temps. Ouais. Ok. Est-ce que. Enfin, ça marche. Est-ce que c'est dans vos contrats qu'il y a comment dire, le fait que ce soit votre propriété, le scénario, par exemple? Est-ce que par exemple un éditeur peut peut faire quelque chose de la BD à la fin du contrat? Est-ce que le contrat ça s'arrête? Est-ce qu'il y a un temps? Alors, on est régi par le code de la propriété intellectuelle. D'accord. Voilà. Dans le code de la propriété intellectuelle, il y a des dispositions générales et il y a aussi des dispositions spécifiques au livre et il y a des dispositions spécifiques au cinéma aussi. Enfin, il y a des dispositions spécifiques d'une manière générale. Ouais. Alors, le droit pour les auteurs en France n'est pas le système du copyright comme à l'américaine, et donc est un système qui est protecteur de l'œuvre. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est protecteur de l'auteur. C'est pas la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous enlever. On ne peut pas nous enlever la paternité d'une œuvre. Okay. Il faut qu'on ait notre nom sur la couverture. C'est obligé en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre œuvre non plus. Je ne sais pas si on me propose qu'un de mes livres soit dans le petit magazine de l'Amicale des néo-nazis, par exemple. Je peux dire non. Voilà. Et ça, si j'ai dit non, c'est non. Mais voilà. d'accord. Ouf, je suis sauvé. Okay. Cependant, après, il y a toute une partie qui est le droit de le droit patrimonial. D'accord. Et le droit patrimonial, c'est le droit qui va générer de l'argent, c'est-à-dire la capacité à publier, la capacité à reproduire, la capacité à diffuser, en fait, l'œuvre. Et ça, ces droits-là, on les a cédés, en fait. On les a cédés dans notre contrat à notre éditeur. Pour combien de temps, me demandes-tu? En général, pour ce qu'on appelle la durée de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après ma mort. Donc, mes enfants et mes petits-enfants sont engagés, en fait, au moment où je signe un contrat. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a en France, c'est la durée complètement ahurissante et sans aucune commune mesure avec la réalité de la vie d'un livre, quoi. Aujourd'hui, un livre qui sort en librairie, il a une durée de vie de 3 semaines, 1 mois, allez, 2 mois si on compte très 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 large. Mais en BD, il y a 5000 nouveautés par an, quoi. Enfin, les libraires, ils ne peuvent pas passer leur temps à mettre en facing ou en vitrine des bouquins. Donc on a des durées de vie de livres extrêmement courtes et des durées de session qui sont par contre extrêmement longues. Voilà. Alors que finalement, si on avait des durées de session plus courtes, ben on pourrait plus facilement redonner une vie au livre, en fait, en allant le signer ailleurs, en l'auto-éditant, en le diffusant soi-même, alors que là, en fait, on peut pas. Oui, puis en faisant autre chose, on le voit par exemple avec Lovecraft, ça a été libre il y a peu de temps, et d'un coup, il y a plein de jeux qui sortent. Il n'y a plus rien à payer, tu penses bien. Mais il y a ce truc-là qui est évidemment financé, mais il y a aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de jouer avec ça. Et du coup, c'est chouette de pouvoir le faire, et ça a du sens, puisque... Oui, une fois que le truc est libre de droit, mais en fait, il n'y a pas de limitation à faire quelque chose avec. Après tout, on peut faire une adaptation, par exemple, au cinéma, d'un de mes livres. Le seul truc, c'est qu'il va falloir me payer et avoir mon accord. Oui, d'accord. Voilà. Donc, et donc, on a moins envie. Mais ça se voit de manière assez amusante. Quand La Guerre des boutons est passée dans le domaine public, la même année, il y a eu 2 films et 3 BD sur La Guerre des boutons. Bon, c'était que des gens qui avaient la passion de ce livre-là, et c'est tombé par hasard que ça tombe au moment où c'était libre de droit. Oui, c'est étonnant. Il y a la même chose pour Arsène Lupin. C'est vrai? Oui, après, il y a énormément de choses comme ça. Mais bien sûr. Donc, mais en soi, c'est pas forcément un problème, mais parfois on peut se poser la question de la pertinence. Oui. Ouais. Oui, c'est la pertinence pour une œuvre aussi, quoi. C'est toujours pareil. C'est qu'en fait, on parle d'abord de l'aspect financier avant de parler d'art, finalement. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la Ligue, du coup
Non, on a 2-3 heures si vous voulez. Alors, en moins de 3 heures. En moins de 3 heures. Bah, en fait, la Ligue des auteurs professionnels, c'est un syndicat, Ok. d'abord. Il y en a plusieurs en France? Des syndicats d'auteurs de livres, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Il y a le syndicat des écrivains de langue française, le Mhm. SELF. Il y a l'UNPI, qui me semble bien est un syndicat pour les illustrateurs et Ok. les illustratrices. Voilà. Il y a le SNAC, qui est un syndicat de compositeurs et dans lequel il y a aussi des auteurs de livres et des auteurs de bande dessinée. Mhm. Voilà. Alors j'en oublie. Mhm. Il y a aussi tout un tas de syndicats de graphistes, sculpteurs, etc. D'accord. Voilà. Et après, dans le livre, il y a aussi d'autres types d'associations. La Charte des auteurs professionnels, des Ok. auteurs et illustrateurs jeunesse, pardon, qui est une association culturelle, mais qui a des revendications aussi. Syndical. Voilà, on va Mhm. dire des revendications syndicales, mais c'est pas vraiment un syndicat. Ok. Donc il y a la Société des gens de lettres. Enfin bon, il y a un certain nombre d'associations qui sont aussi plus ou moins revendicatives D'accord. par rapport au statut des auteurs. Mais nous, on a fait le choix de devenir un syndicat parce Mhm. que ça veut dire quelque chose d'être un syndicat, en fait, Mhm. tout simplement. Et puis la Ligue, c'est un syndicat dans lequel on a décidé de regrouper en fait tous les auteurs du livre, en fait, quels qu'ils soient. Ok. Justement parce qu'on n'est pas du tout dans une vision romantique aussi. C'est-à-dire que il y a des auteurs de romans, il y a des auteurs de bande dessinée, il y a des poètes évidemment, mais il y a aussi des auteurs je sais pas, de livres de cuisine, de livres pratiques. Je rigolais parce que du coup, t'es en train de dire que c'est pas très romantique de faire des livres de cuisine. En tout cas, ça correspond pas à la vision romantique de l'auteur Mhm. ou de l'autrice qui était couché sur son piano. Mhm. Parce qu'on peut pas faire un livre de cuisine comme ça. Enfin, on peut, Mais voilà, tous ces gens-là, en fait, ils font du livre. Mhm. Et tous ces gens-là, ils ont les mêmes conditions contractuelles. Ils dépendent des mêmes... voilà, ils ont le même régime social, le Bien même sûr. régime fiscal, etc. Et donc, ça nous a paru utile vraiment d'essayer de regrouper tout le monde Mhm. et d'essayer d'avancer dans un but commun pour l'amélioration des conditions de tout le monde. Et un peu dans le même esprit, d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les autres syndicats, D'accord. pour des syndicats de plasticiens, Mhm. des syndicats de sculptrices, etc. Tout ça parce qu'en fait, on partage aussi le même régime social, le même régime fiscal. Voilà, je travaille avec la Société des auteurs de jeux. Mhm. Que je connais bien. Oui, parce que tu as fait venir Benoît, Mhm. mais avec voilà, tout le monde, pour que les conditions de tout le monde aillent dans le bon sens. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu les mêmes besoins et revendications. Oui, alors il peut y avoir des revendications spécifiques aussi. Mm. C'est vrai que je sais pas, voilà, quelqu'un qui est sculpteur, le Centre national du livre, ça l'intéresse assez peu, quoi. Oui. Mais par contre, il y a vraiment un gros socle qui est commun. Voilà, qu'on soit scénariste de cinéma ou qu'on soit graphiste, voilà, par exemple. D'accord. Et du coup, il y a des choses qui ont évolué il y a peu de temps, par exemple, grâce à la Ligue? Des choses qui ont évolué il y a peu de temps grâce à c'est une question assez compliquée. Mm. On fait beaucoup de réunions et de travail avec le ministère de la Culture pour D'accord. essayer d'avancer dans le bon sens. Ok. Est-ce que ça avance dans le bon sens? Il faudrait pour ça que le ministère de la Culture nous écoute, ce qui est grosso modo pas tellement le cas. D'accord. Ou quand je dis nous, c'est pour le coup on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'intersyndical artiste-auteur, avec tous les autres syndicats, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais il y a un certain nombre de choses qui bougent ou qu'on essaye de faire bouger. Après, il faut voir les choses assez modestement. Là, ça fait je sais pas, plusieurs mois qu'on est en négociation avec le syndicat national de l'édition sur les conditions, notamment des contrats, sur la transparence et sur la rémunération. D'accord. Il y a des choses qu'on a pu faire bouger, des choses qu'on n'arrive pas à faire bouger. Il suffit pas de dire ouais on va faire ça pour que ça arrive en fait. Oui, évidemment. Le système a énormément d'inertie et donc c'est quand même compliqué. Pour finir, alors on va terminer sur ça, on a déjà parlé de plein de choses. J'ai une question que je pose souvent aux gens qui viennent ici par rapport à la culture et leur amour du média pour lequel ils viennent. Ouais. Et du coup, la question elle est simple, c'est est-ce que tu as un auteur ou une autrice préférée de bande dessinée française? Alors, en plus tu limites et tout. Bah ça, oui, c'est je normal. limite, parce que sinon tu vas me dire, tu vois, peut-être un américain, ou Ouais, peut-être mais un non. japonais. Bon, Alors déjà je suis embêté parce que ce qui me vient en tête, alors, c'était... la première chose qui me vient en tête, le problème c'est que c'est un auteur mort. Et moi je défends les auteurs vivants, donc c'est toujours assez compliqué. Mais c'est un truc d'enfance. La première chose pour moi c'est Peyo. Ok.
Voilà, je pense que Peyo c'était un génie. Voilà. Il faut lire ce qu'a écrit Peyo. Vous pouvez lire les Schtroumpfs du tome 1 à 10. Au-delà, vous pouvez vous en passer. Et, c'est vrai que les Schtroumpfs c'est hyper bien. Mais oui, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a un sens de la narration extraordinaire. Voilà, et puis là, j'ai une pensée aujourd'hui pour Jean-Claude Mézières. Parce qu'en fait, il a été important pour moi quand j'étais gamin, quand j'étais à la fin de l'école primaire, début du collège. J'avais le droit d'emprunter des livres à la bibliothèque. Je pouvais emprunter une bande dessinée si je prenais 2 romans ou livres de contes à côté, parce qu'il fallait pas non plus être... Voilà. Faut lire des vrais livres. Il faut lire des vrais livres, exactement, c'était ça. Et donc c'est comme ça que j'ai lu tout Laureline et Valérian, et finalement, il est responsable du coup de tout ce que j'ai appris sur la mythologie grecque et, grecque et latine, égyptienne, parce que je prenais des bouquins de contes pour lire en plus. Voilà, Valérian. Et puis Jean-Claude Mézières est décédé il y a peu, et donc voilà, du coup j'y pense. Et c'est vrai que c'est un beau choix d'auteur favori, je trouve. Bon, merci pour ta venue, Fred, c'était très, très, très intéressant. Ça ne m'étonne pas. Et merci à toi de m'avoir invité. Non, c'est chouette, c'était très varié. La ligue, toi, être auteur, écrire. C'était chouette. Moi, je le savais déjà, mais du coup, j'avais envie que les gens aussi le sachent. Merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre des commentaires ou des questions. On essaiera d'y répondre. Ce sera avec plaisir. Et puis, voilà, on vous dit à bientôt dans ces commentaires ou sur les réseaux. Salut! Ciao.